partir fin des années 80, grosso modo, début 90, il y avait toute une nouvelle génération d'auteurs français extrêmement talentueux qui étaient apparus et qui, eux, avaient compris à nouveau que ce qui comptait, c'était d'abord le plaisir du lecteur. Et j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, mais eux, ils ont lu de la science-fiction quand ils étaient jeunes, ils ont assimilé tout ça, et ils redonnent un nouvel élan à la science-fiction et une fraîcheur et une nouveauté que n'a plus la science-fiction américaine. Les choses ont changé. La science-fiction est maintenant très vaste. Quand j'ai commencé à écrire, la plupart des écrivains venaient de la littérature classique. C'est comme ça que c'était, et c'est comme ça que je suis toujours. Mais maintenant, les jeunes auteurs viennent de différentes cultures. Il y a le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, le cosplay, les jeux de rôle. Tout évolue. Le jeu de rôle a joué, à mon avis, un rôle majeur dans les années 90, qui a permis de faire le pont, finalement, entre la génération d'avant, qui avait lu la SF dans les collections, qui paraissait un peu vieille dans les années 90, et qui d'ailleurs n'allait pas tarder à s'arrêter, anticipation, présence du futur, etc. Et la génération qui a suivi. C'est-à-dire que le jeu de rôle a permis à toute une génération de découvrir ces genres. Et quand on voit aujourd'hui la nouvelle génération des éditeurs de science-fiction et de fantasy en France, et des auteurs, on voit que quasiment tous ces gens ont joué au jeu de rôle, voire en ont écrit, en ont été des acteurs eux-mêmes et des acteurs de ce milieu, scénaristes de BD, concepteurs de jeux, traducteurs, éditeurs, écrivains, illustrateurs. Beaucoup. L'illustration de science-fiction et de fantasy en France s'est vachement développée dans les années 90, aussi dans et autour du jeu de rôle. Et tout ça a eu un rôle majeur. Alors en fait, le jeu de rôle, c'est pas seulement des règles. Il faut se dire que le jeu de rôle, c'est aussi une grosse part d'univers. Et c'est des univers qui sont décrits, des fois très romancés, ce qui fait que ça met, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire ou qui n'en a pas l'envie, ça peut mettre un pied dedans. Ouais, le jeu de rôle a été vachement important pour les gens de ma génération, parce qu'il y a toute une branche des auteurs de jeux de rôle qui sont devenus écrivains. Il y a eu une vraie reconversion, entre guillemets, d'auteurs de jeux de rôle qui ont écrit leur premier roman, en fait, dans la foulée des bouquins qu'ils écrivaient pour le jeu de rôle. Effectivement, après les années 90-2000, la question de la littérature n'était plus une question littéraire. On n'était plus dans la littérature. La littérature ne poussait pas à faire plus de littérature. En revanche, c'est la question du plaisir. C'est la question de qu'est-ce qui fait ma culture. Et effectivement, la culture de ces jeunes, les jeux de plateau, les aventures ensemble, etc., le collectif, a fait naître chez eux un imaginaire. Et cet imaginaire extrêmement plaisant, qui les satisfaisait, a fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais moi aussi je pourrais en écrire. Alors c'est sûr que c'est un produit culturel, dérivé d'un autre produit culturel, mais qui revient dans le giron de la littérature. La science-fiction, elle a gagné en lettres de noblesse. Tout le monde a au moins vu un film, au moins lu un bouquin, sait de quoi on parle, donc on ne peut plus le mettre de côté, c'est-à-dire que maintenant on sait, voilà, c'est la culture d'aujourd'hui. Alors les ados d'aujourd'hui, ils ont... c'est leur culture. La pop culture est devenue leur culture. Ça, c'est assez magique, quand même, quand on en écrit. C'est qu'on est devenu presque mainstream pour eux. C'est vrai que je pense que l'ASF des années 80 et des années 90, qui a révélé, en fait, vraiment la culture, que ce soit fantasy ou SF, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi les dessins animés qui parlaient beaucoup de fantasy ou de SF, sont la pop culture des jeunes d'aujourd'hui. On peut dire que c'est partiellement rentré dans notre culture à mesure où un certain nombre d'auteurs de littérature générale abordent, généralement avec timidité et sans grand succès, des thèmes empruntés à la science-fiction.
Bon, évidemment, quand on voit les auteurs de littérature générale qui mettent en avant des thèmes de SF, donc explorés depuis 30 ans, et qui se prennent pour super novateurs et qui vont avoir une énorme couverture médiatique avec ça, bien sûr, ça énerve, quoi. Enfin, voilà, évidemment, là, il y a un souci. C'est vrai qu'on peut retrouver, mine de rien, dans certains livres considérés comme classiques, des éléments de fantastique ou de fantasy, ou même des petits bouts de science-fiction. Après, effectivement, on peut sortir du cadre. Il y a des gens qui écrivent des romans de science-fiction dans lesquels il peut y avoir les mêmes idées qu'en littérature générale. Il y a des gens qui sont classés en littérature générale qui pourraient être dans le domaine de la science-fiction, mais à ce moment-là, on va dire que c'est plutôt un conte. Quand il y a quelque chose qui peut être connoté négativement, on le prend, on en fait un étendard et on le brandit bien haut. Et j'ai pas envie qu'on devienne respectable. J'ai envie, oui, évidemment, qu'on soit plus connu, qu'il y ait moins de méconnaissances, qu'il y ait des gens qui nous lisent vraiment avant de nous juger. Aussi qu'on ne fasse pas ce qui est vraiment énervant, cette idée ce que font certains, de juger le genre sur les pires bouquins qu'il produit. Parce que ça, c'est un peu facile, et des mauvais livres, enfin des livres pas top, il y en a partout. Il y a un regard sur le genre, souvent, que ce soit d'ailleurs la science-fiction ou la fantasy ou le fantastique, il y a un regard un peu méprisant des littératures blanches, etc. Bon, ça, on a tous été confrontés à ça en tant qu'auteur. Quand on se retrouve dans un salon généraliste, il y a certains lecteurs qui passent et qui regardent les couvertures avec de la couleur, des trucs, et qui font ah oui, et qui partent. En France, il y a quand même un problème avec l'imaginaire, et le nier, ça arrangera pas les choses. Après, on a la chance d'avoir un paysage super vivant, avec un réseau de libraires qui font vachement bien leur boulot, avec des blogueurs, des blogueuses qui sont hyper vivants sur Internet, qui font vraiment vivre cette littérature, avec une sincérité et une passion qui manquent parfois du côté littérature générale. On a un réseau de festivals incroyable. Mine de rien, la littérature de l'imaginaire en France, je pense que c'est l'un des rares endroits dans le monde culturel où on peut arriver en connaissant personne, en ayant juste sa passion. Et j'ai aussi envie que ce milieu, ces littératures, soient plus connues, parce que, mine de rien, il y a toute cette ambiance positive, mais pas du tout naïve, qui, je pense, ferait du bien à la société autour de nous. Il n'y a plus cet engouement multigénérationnel et plurisocial qu'il y a pu avoir dans les années 50, où tout le monde était féru de science-fiction. Ça allait de l'auteur plus prétentieux à la littérature dite de gare. Il n'y a rien de péjoratif. L'intelligentsia a une passion jusqu'en 67, 68, par là on va dire, pour la science-fiction qui commence dès les années 50, avec ce qu'on appelle les Amis de la Balance, la librairie où ils se retrouvent tous. Ensuite, l'intelligentsia dite littéraire va remettre le couvercle en inventant cet horrible terme qui est littérature de genre. Si vous voulez, dans un premier temps, quand la science-fiction dans les années 50, en 53 pour tout dire, quand il y avait Raymond Queneau, Maurice Vian, Michel Butor, Michel Pilotin, qui est moins connu, qui écrivait des articles dans les revues littéraires, Esprit, etc., montrait que c'était vraiment une façon, une évolution de la littérature absolument passionnante. C'est tout, il n'y avait absolument pas cette espèce de fracture atroce qu'il y a aujourd'hui dans l'establishment, qui est vraiment tout à fait terrifiante. En fait, la culture française, qui est passée par sa révolution, a créé une scission radicale entre le discours de la raison et le discours religieux. Et on peut se demander si la science-fiction, cette littérature tout à fait particulière, c'est une littérature qui n'a pas emprunté quelques tropes du discours du religieux pour les intégrer dans un discours rationnel. Ça fait une créature hybride, c'est-à-dire rationalisée à partir d'un trope fantaisiste. Et alors ça heurte les bien-pensants, ça heurte les intellectuels qui vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ni logique, ni illogique, et c'est en train de jouer avec de l'irrationnel de façon rationnelle. C'est donc pas bon. » Et alors la science-fiction française a mis des années et des années à s'en dépêtrer, parce que c'était une sous-littérature, c'était mal considéré, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on commence enfin à s'y intéresser. La science-fiction n'était pas mal considérée en France, elle était mal considérée par les médias.
et par une sorte je dirais pas d'élite, mais enfin bon, disons de milieu littéraire qui avait une vision classique de la littérature, quoi. Une émission comme celle de Pivot, je crois qu'il a dû faire, je ne sais pas combien de centaines d'émissions, il en a fait une sur la science-fiction, si je me souviens bien, c'est tout. Ça prouve quand même que ça ne l'intéressait pas trop, alors qu'il en a fait d'autres sur le polar. Bonsoir à tous. 6 nouveaux visages, mais surtout 6 nouveaux talents. En effet, les 6 auteurs qui vont vous être présentés dans quelques secondes, ce sont des débutants. Ils viennent cette semaine de publier leur premier roman. En face, âgé de 23 ans, Jean-Marc Ligny, qui lui publie son premier roman, mais de science-fiction, dans la collection, il s'agit de Temps Blanc, aux éditions de Noël, dans la collection Présence du futur, qui d'ailleurs fête son 25e anniversaire cette année, c'est-à-dire que vous êtes né 2 ans après le début de cette collection dans laquelle vous publiez. Ouais, je crois que ça a dû être une erreur de casting. Alors, en fait, c'était pas spécifique du tout à la SF, c'était une émission sur les auteurs de premiers romans, qui sortaient leur premier roman. Pivot avait décidé de donner leur chance, voilà, à 5 ou 6 petits jeunes, enfin, dont un avait 70 ans quand même. Mais voilà, il a dû passer sur l'heure d'émission à peu près 2 minutes et demie sur moi. Il n'a rien compris à mon bouquin, mais je lui en veux pas du tout, parce que moi non plus, j'ai rien compris. La science-fiction, je dirais plus largement l'imaginaire, mais vraiment la SF, a été longtemps une littérature de ghetto, de gros ghetto, de lecteurs passionnés, mais coupés et marginalisés quelque part, tout en étant un secteur de l'édition qui vendait, etc. Le paradoxe, c'est qu'il y a une sorte de dilution de la science-fiction. C'est-à-dire qu'à force de se diffuser partout, au cinéma, dans les séries télé, dans la pub, dans les références, tout ça, c'est évident qu'à la fois la bataille est gagnée, presque, il reste les derniers bastions. Bernard Pivot, voilà, qui déteste la science-fiction, il n'y a jamais rien compris, il masquait la plume, j'ai résumé, à l'Académie française de Goncourt. Voilà. Si vous retirez ça, et les comités de lecture des maisons d'édition qui se partagent les prix, ailleurs, à l'université, la bataille est gagnée. Alors, l'ASF, les mondes de l'imaginaire sont partout, mais il y a toujours une partie de la population pour qui ça reste de la littérature pour enfants, pour adolescents au mieux. Et on sent réellement que là, il y a un a priori, c'est pas de la vraie littérature. La SF est déconsidérée, ça change depuis 2-3 ans. Mais pendant 10 ans, j'évitais de parler de science-fiction ou d'imaginaire parce que je voulais montrer que c'était de la littérature, parce qu'à chaque fois, on se prenait dans la figure que bon, enfin voilà, ok, c'est pas vraiment de la littérature. Enfin, sans que ce soit dit, c'était plus compliqué. Alors, que le fantastique, que la science-fiction et même que le roman policier soit considéré comme un mauvais genre, encore aujourd'hui, en 2020, ça peut prêter à discussion, parce que il y a, comme dans tout phénomène culturel, des basculements, et comme dans toute histoire du goût, il y a des déplacements qui se font. Mais c'est vrai que dans la tradition française, la tradition académique, la tradition scolaire, la tradition morale française, tout ce qui relève du fantastique, de la littérature policière, de la bande dessinée, évidemment, c'est considéré comme des genres dits mineurs, et il y a un vrai clivage académique qui longtemps, et à mon avis pèse encore quelque part, littérature de kiosque de gare, et le fait même qu'il y ait des libraires spécialisés dans ce genre-là, c'est comme si on n'avait pas la possibilité que ce soit un genre comme les autres. Quand vous allez dans des grandes librairies, c'est un genre qui est à part. On va pas chercher Philippe Cadic ou Bradbury en Pléiade. On va chercher en livre de poche avec des couvertures qui nous ont fait rêver dans notre enfance, mais qui étaient considérés comme kitsch, ou qui étaient considérés comme du non-art par les instances académiques, justement. Et c'est ça qui m'intéresse. Non, moi j'ai jamais été de ceux qui se cachent de faire la science-fiction, ou qui baissent un peu les épaules quand on dit voilà, tu es écrivain de science-fiction. Non, moi je les revendique, mais vraiment comme une fierté. C'est la gay pride, c'est la SF pride. C'est vrai on veut pas, et j'ai pas envie, et mes camarades éditeurs non plus, de nous plaindre, de dire
machin, on nous aime pas, voilà. Donc, mais il y a un peu une lutte en disant, voilà, regardez ce décalage incroyable, mais on le voit changer avec les générations qui arrivent, hein, tout simplement. Et puis c'est le deuxième point, c'est plus de l'évangélisation pour utiliser ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont démunis, qui ont perdu des repères, parce qu'avec tous ces termes parfois qui peuvent leur paraître barbares, quand on commence à définir les sous-genres, les sous-sous-sous-genres, on perd tout le monde. Donc il y a tout un travail d'expliquer, de montrer, de donner envie, de donner des pistes de lecture. Voilà, c'est ça, par là aussi on va gagner. Il y a ce grand larmoiement propre à toute la littérature en réalité, hein, des poètes, ils se larmoient, qui ne sont jamais publiés. Je ne te parle même pas de la situation des auteurs de théâtre, je ne te parle pas de la littérature blanche, parce que c'est pareil, en réalité, il y a une immense masse de gens qui sont publiés à 500 000 exemplaires. Et la SF n'échappe pas à la règle, donc se considère comme un genre humilié, comme un genre méprisé justement par la littérature générale, etc. Et un genre qui n'est pas majeur. Bon, la vérité... il faut la dire, la vérité, c'est que c'est un genre absolument majeur sur le cinéma, sur les séries télé et sur les jeux vidéo. Donc, qu'on arrête de dire que c'est un genre mineur, en réalité, non. Et en réalité, même, ça fait beaucoup de fric, quoi, tu vois. Donc voilà, faut arrêter avec cette connerie. Oui, enfin, la totalité des blockbusters, c'est uniquement de la SF, bien sûr. Et puis, si vous regardez la liste des livres qui ont du succès, c'est essentiellement, il y a un élément ou fantastique, ou fantasy, ou science-fiction dedans. Donc, je crois que la science-fiction, elle est partout aujourd'hui. Ça entraînait en même temps, entre guillemets, notre perte, parce que effectivement, l'identité propre de la science-fiction telle qu'on a pu la définir à travers le merveilleux scientifique en France, la science-fiction américaine, celle des pulps, et puis celle de l'âge d'or aux États-Unis et après la guerre, etc. Ok, le space-op, ça a disparu, quoi qu'il y en a encore beaucoup, mais en même temps, on est partout, c'est formidable. Non, la science-fiction n'est pas du tout partout. Vous voyez un peu à la télévision la science-fiction américaine. Vous avez 3 ou 4 films qui sortent dans l'année. Je peux vous dire que quand il s'agit d'un effondrement, c'est bien d'un effondrement du public qu'il s'agit. Alors, je ne vois pas... elle est partout sous des formes très, très détériorées. Et ce qui est un peu partout, c'est des images, c'est des résidus. Là, actuellement, on est revenu à la situation d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tant de science-fiction que ça dans les revues littéraires, où il n'y a plus beaucoup d'émissions littéraires de télé, il n'y en a plus qu'une ou deux. Et on a remis la chape dessus. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que, à nouveau, Saint-Germain-des-Prés gouverne la critique littéraire. Moi, je suis d'une époque où le magazine littéraire, à l'époque où il y a Robert Louis, où il y a Simone Arous, fait des numéros spéciaux où il y a de la science-fiction, chronique les livres de science-fiction, où les nouvelles littéraires le font grâce à François Rivière, où la science-fiction est considérée comme à égalité. Ce n'est à nouveau pas le cas. Attention, je ne suis pas pessimiste, c'est un mouvement de balancier normal. Le problème de la reconnaissance de la science-fiction, c'est à la fois d'être une contre-culture et de vouloir absolument faire partie de la culture officielle. De vouloir en faire partie justement pour intéresser davantage de gens, avoir une meilleure exposition médiatique, avoir une meilleure visibilité en librairie. Et je pense que c'est un problème aussi, ce complexe-là, parce que ça veut dire que si c'est fondamentalement une contre-culture, comme l'a été le romantisme, comme l'a été le surréalisme, est-ce qu'on veut vraiment faire partie de la culture officielle ? Pour ça, Gérard Klein a très bien décrit le phénomène dans un article qui est déjà vraiment vieux, qui date de 1977, le procès en dissolution de la science-fiction par la culture dominante, et il l'a republié tel quel 20 ans après, en 97, mais parce que ça n'avait pas changé. Donc il y a une culture science-fictionnelle tellement générale que plus personne peut dire qu'il ne connaît pas la science-fiction. Par contre, des gens qui ont lu de la science-fiction, il y en a toujours aussi peu qu'avant. Il est quand même difficile de se plaindre en disant la SF, personne n'en parle, il y a peu de gens qui connaissent, etc. Donc en fait, on pourrait nous dire, mais en fait, de quoi vous plaignez ? En fait, c'est le genre le plus populaire du monde, la science-fiction et la fantasy. Bon, oui, mais pas en littérature. Donc, à la fois la bataille est gagnée, les images de la science-fiction sont partout,
Et c'est pas pour ça qu'il y a plus de lecteurs de science-fiction. Alors on peut s'interroger. Est-ce que c'est la stratégie maintenant éditoriale qui doit changer? Est-ce que à côté des collections spécialisées, identifiées, mais qui du coup sont dans des rayons, et il y a des gens, ils voient l'étiquette, ils ne rentrent pas. Alors que s'ils lisaient certains, pas tous, mais certains livres de science-fiction, ils ne s'en apercevraient pas. Et ils les trouveraient très bien. Donc après, c'est vrai qu'effectivement, l'ASF est un petit peu partout. Elle est devenue mainstream, quelque part. Alors après, là en ce moment, je suis un petit peu chez les spécialistes, il y a des débats sur l'ASF. Est-ce que l'ASF se dissolue? Est-ce qu'en ayant gagné, finalement, elle n'a pas perdu? Est-ce que nous, on a un avenir en tant qu'éditeur de genre spécialisé? Parce qu'on s'aperçoit qu'en effet, il y a de plus en plus d'éditeurs, entre guillemets, mainstream, qui sortent des purs bouquins de SF, publiés dans des collections qui ne sont absolument pas des collections de science-fiction. La catégorie, elle est problématique parce que dès qu'on parle de science-fiction, on se pose la question de la légitimation. Faut-il légitimer? Et puis quand on dit, en fait, tout ça, c'est de la littérature. Donc l'intérêt, c'est de légitimer des textes plus que des genres. Alors on a le monde de la SF qui hurle parce qu'il voit la science-fiction disparaître. L'article que je préfère là-dessus, c'est The Many Deaths of Science Fiction, qui a déjà été écrit il y a bien 15 ans par Roger Luckhurst. C'est les 1001 morts de la science-fiction. Pour lui, à chaque fois que la science-fiction a franchi une étape de popularisation, je dirais, il y a eu des gens pour dire ça va s'appauvrir, ça risque de disparaître, la science-fiction est morte, etc. À ses yeux, cette déploration est un rituel plutôt relatif à la communauté de fans. Ce qui s'appauvrit, c'est peut-être pas tant la science-fiction qu'une certaine culture d'entre-soi. Ce petit milieu est quand même très incestueux. C'est-à-dire, il y a des congrès, des conventions, mais ce sont toujours les mêmes personnes qui se retrouvent, ce sont les mêmes personnes qui se publient, ce sont les mêmes personnes qui se lisent entre elles. Et on voit très bien que les autres auteurs sont au courant de ce que font tout le monde. Donc, je trouve malgré tout que cette science-fiction française, par rapport à la science-fiction anglo-saxonne, elle a un cadrage quand même plus petit, plus serré. C'est quelque chose qui peut être très négatif, parce que ça peut être un véritable enfermement. On n'écrit plus que pour un certain public, on n'écrit plus que d'une certaine manière, avec toujours des références, des autoréférences, et ça peut être extrêmement négatif. Ça peut être aussi très positif, parce que ça entraîne une sophistication de l'écriture. Moi, j'ai l'impression quand même que maintenant, c'est une science-fiction qui est plus élitiste. Alors, elle est plus élitiste, pourquoi? Peut-être parce que les gens lisent moins, peut-être parce qu'il y a d'autres supports et donc on se désintéresse de la lecture, ce qui fait que ça explique peut-être le pourquoi d'une évolution de la science-fiction sur le lectorat en circuit fermé. Je sais pas, la science-fiction, c'est un peu une bulle, quoi, en France. Je veux dire, il y a un cercle ou une sphère assez restreinte d'écrivains, de lecteurs, de fans, de revues, de collections, qui ne tirent pas beaucoup, quoi. Je veux dire, c'est quelques milliers d'exemplaires. Aux meilleures périodes, c'était 10 000 exemplaires, 15 000 exemplaires. Donc, il y a une certaine reconnaissance, ça, on ne peut pas dire le contraire, hein, mais ça reste très restreint en matière de lectorat, quoi, qui a jamais explosé. C'est vrai que ceux qui lisent de la science-fiction ou du fantastique ou ces genres comme ça vont plutôt vers les grands auteurs américains dont ils ont entendu parler. Ça peut être Bradbury, ça peut être Dick, plus faiblement quand même, et puis Stephen King maintenant qui truste tout, quoi. C'est un genre qui est très vaste. Et s'il n'y a pas un libraire qui est derrière le rayon, vous trouverez 4 Stephen King et on va mettre les trucs qui se vendent. Et c'est bon, quoi. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de petites maisons d'édition, notamment françaises, qui font beaucoup d'efforts pour proposer un choix de qualité et qui font des recherches constantes pour trouver des auteurs à publier. Bien sûr, le premier endroit où je vais dans une librairie, c'est le rayon science-fiction. Évidemment, je vais regarder ce qu'ils ont, et puis je me dis, oh, c'est pas sérieux ici. Ou là, joli rayon, il va y avoir un libraire spécialisé, à ce moment-là, je vais aller discuter avec lui. Voilà, ça se voit au rayon, la qualité du libraire. Je pense que c'est intéressant pour les lecteurs d'avoir un lieu consacré à ce type de littérature, donc les littératures de l'imaginaire. Et c'est un genre qui est malheureusement toujours un peu à part. Et c'est pour ça qu'avoir un lieu où on peut mettre en valeur ce genre, c'est important.
Bien sûr, c'est bien pour les librairies, ça permet de pouvoir drainer le public où il faut. Hein, vous aimez la SF, hop, il y a des cases SF, donc c'est pratique, c'est là où vous allez. Je trouve que la séparation entre imaginaire et littérature générale, elle est utile, tant que c'est pas un critère de valeur, un peu comme le policier. Mais moi je suis pour, dans ces cas-là, les étiquettes, pour le mettre dans un cadre, sans que ça soit une valeur. Je ne fais pas partie des gens qui aiment vivre dans un ghetto. Ce qui m'intéresse, d'abord, c'est le plaisir de la lecture, l'évasion que cela entraîne, et que l'intrigue soit bien construite et que ce soit bien écrit. À partir de là, faire rentrer des bouquins dans des cases m'indiffèrent. Est-ce qu'il y a une frontière entre littérature de genre et littérature généraliste? Je pense que les lecteurs la créent eux-mêmes, la frontière. Alors la séparation des genres, moi, me paraît totalement artificielle. Pour moi, la distinction est uniquement une question de caractère tridimensionnel du livre. Sinon, il y a aussi quelque chose de très... une boutade, qui est qu'on appelle littérature blanche un livre de science-fiction qui se vend bien. Je trouve que le fait qu'il y ait le rayon science-fiction, moi, ne me dérange pas du tout. S'il disparaît, ben, il disparaîtra peut-être. J'ai tendance à penser que c'est une chance que ce rayon existe. Je ne suis pas certain que sa disparition améliorerait quoi que ce soit. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, comme plein d'autres gens, à la question de séparer le rayon littérature de l'imaginaire, on va dire, science-fiction resserrée, de la littérature dite générale. Et j'ai pas trouvé la solution. Et je pense que quel que soit le rayon, je crois au conseil. Et je crois que d'abord, les librairies sont différentes, il y a des vraies différences entre elles, et que tout le problème et toute la mission d'un libraire, c'est de faire des passerelles. Et je crois que enfin voilà, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie et tu te rends bien compte que la science-fiction est sur une table à part. Quand il y a un rayon de science-fiction, d'ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas, est sur une table à part, et qu'il y a plein de gens extrêmement cultivés. Enfin, comment dire, il y a plein de gens extrêmement cultivés qui peuvent affirmer sans honte qu'ils n'ont jamais lu de SF parce que ça ne les intéresse pas. La plupart des gens que je connais, je veux dire les gens normaux, entre guillemets, n'aiment pas la science-fiction. Et ça, on peut rien y faire. C'est une disposition d'esprit qui est peut-être aussi à part. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse même aimer la science-fiction parce qu'on est dans un univers qui est totalement irréel et notre imagination dépend beaucoup de ce qu'on a vécu avant. Moi, je suis là-dedans, mais il y a des gens qui ne comprennent même pas comment je peux aimer. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens qui lisent pas de SF n'en lisent pas. Hein, c'est que ça demande, c'est une relation au bouquin qui est très différente de la littérature générale parce que la SF n'explique pas. Le sang s'épanouissait sous elle comme une fleur malsaine. L'étrange agrégat qu'elle venait d'expulser frôla sa jambe dans le mouvement qu'elle faisait pour se hisser sur le bord. Elle le prit dans ses mains avec un mélange de curiosité et de dégoût. C'était élastique, mou et tiède, et elle dut lutter contre le fantasme de tenir une partie d'elle-même encore vivante. « Ma vieille, si c'est sorti de toi, c'est que c'est mort. Tout de même, ça a une drôle de touche, un embryon. » En fait, la science-fiction, c'est peut-être pas un genre, donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est pas un genre. Je sais pas ce que c'est, moi, la science-fiction. Donc voilà, il y a des livres dans le même rayon de science-fiction qui ont encore plus d'écart que la majorité de ce grand rayon qui ne veut rien dire non plus si on cherche un genre qui s'appelle littérature générale. Il y a quand même un cadre symbolique autour de la science-fiction qui fait que c'est en marge. Voilà. Voilà. Après, je ne pense pas que ce soit nécessairement grave et je ne suis pas très sûr que ce soit une mission pour les gens de la science-fiction de lutter pour être acceptés. Alors, est-ce que ça me pose un problème que la science-fiction soit séparée de la littérature générale et ce qui est notamment, il y a cette espèce de séparation, de réception de la science-fiction en France. Je veux dire, quasiment jamais, on entendra Le Masque et la Plume parler d'un livre de science-fiction, sauf s'il est signé Houellebecq, ou quelques autres auteurs blanches qui font de la mauvaise science-fiction. Est-ce que ça me dérange ?
je m'en fiche. C'est pas mon boulot de défendre la science-fiction. Je suis pas porte-parole de la science-fiction. Bien sûr, hein, si la science-fiction était plus connue en France et plus travaillée et que ça me permettait de vendre plein de livres et comme ça, je trouvais ça très très bien. Je veux dire, c'est super d'être lu. Maintenant, il y a des gens qui en écrivent, il y a des gens qui en lisent, c'est déjà super. En fait, c'est un genre qui est en train de s'ouvrir, et c'est très chouette. On voit des auteurs comme Philippe Jaworski pour la fantasy ou Alain Damasio qu'on peut mettre dans la SF avec Sa Horde du Contrevent. Mine de rien, c'est des titres que maintenant qu'on peut trouver sur les tables de librairies généralistes. Des titres que tout le monde connaît sans forcément être féru du genre. Maintenant, la SF française, c'est mondialisé, quoi. Je dirais qu'elle est rentrée un peu dans un moule qui a été quelque part effectivement initié ou généralisé par la SF anglo-saxonne et surtout par le cinéma, je pense. Oui, alors est-ce qu'il y a une spécificité française pour la science-fiction par rapport à la science-fiction, on va dire internationale et en particulier anglo-saxonne? J'ai pas l'impression. Alors j'ai pas l'impression d'une part parce que c'est vrai que finalement maintenant avec Internet et on interagit beaucoup entre cultures et que finalement la culture anglo-saxonne elle n'est pas si éloignée que ça de la culture française ou des autres pays occidentaux. Moi, ce que j'ai l'impression des auteurs que je côtoie vraiment en France, c'est qu'on reste quand même les princes de l'approche sociologique de la SF et de l'approche politique de la SF. Là, je trouve qu'il y a une finesse, hein. Il y a une culture aussi, c'est-à-dire qu'on est biberonné aux livres de sociaux, de philo, d'anthropo, etc. L'anthropologie aussi beaucoup. Hein. L'enracinement philosophique et sociologique est très fort. Voilà. Et ce qui fait que cette SF-là est intelligente sur ces axes-là. Voilà. On ne fait pas de la SF de divertissement, on ne fait pas de la SF, tu vois. Voilà quoi, donc ouais, je pense que cette spécificité reste. À mon avis, on est quand même plus pointu et plus fin. Voilà. Après, on a certainement moins la capacité, et je pense que là, c'est un déficit de formation aussi, c'est-à-dire la capacité de scénarisation, la construction de récits, la conduite de récits. Il me semble qu'elle reste moins instinctivement brillante et moins instinctivement bien gérée que chez les anglo-saxons. Moi, les rares livres anglo-saxons que je lis encore en SF, souvent, c'est quand même très bien construit, voilà. C'est-à-dire que, mais parce que c'est aussi leur culture, c'est une culture narrative. Ils ont une culture narrative que nous, on n'a pas. Alors nous, on a une culture des fois poétique, le travail de langue est souvent plus abouti, mais narrativement, on pioche un peu, quoi. Je pense que la distinction, elle se fait là. Je pense qu'il y a une spécificité de la science-fiction française. Elle n'est pas suiviste. Il y a un vrai imaginaire, une vraie réflexion, même si... Par exemple, on retrouve certains thèmes, c'est pas parce que les anglo-saxons les ont fait avant, c'est parce que ce sont des thèmes universels, tout simplement, mais la science-fiction sonne comme une sorte de chœur, un chœur antique, avec une voix très singulière, très personnelle. Ouais. Je pense que la SF française est vachement riche pour ça, c'est qu'il y a aussi un courant extrêmement littéraire, en fait, et voire même de littérature expérimentale, qui pourrait se placer en littérature générale à un endroit où la littérature générale va... je sais pas comment dire, une espèce d'endroit à tâtons au-delà de toutes les limites, enfin au-delà de l'Oulipo, voilà. Et donc du coup, moi c'est un truc qui me fait marrer aussi parce que je crois qu'il y a vraiment qu'en France que ça existe. Il y a un endroit où la science-fiction expérimentale rejoint la littérature expérimentale en réalité. Et du coup, on a un certain nombre d'auteurs qui publient en SF parce que ce qu'ils font, c'est juste trop bizarre pour être publié en littérature. Voilà. L'amour est une fonction de la vitesse. Dans sa cuve, Davy pensait. Beauté de l'absence de squelette, pas moyen de bouger. Aimer indéfiniment. Et Davy, insensiblement, remuait. Ariane, aimer indéfiniment. La pensée à toute allure, libérée du corps, aimer indéfiniment, aimer enfin, plus de poids. Et Davy, insensiblement remué. Mais qui aimait? Et pourquoi? Et comment? Aujourd'hui, les auteurs français, ils n'ont plus à rougir d'être français. Ils pourraient en remontrer même à un certain nombre d'auteurs américains au niveau des idées, des scénarios. C'est formidable. Donc, nous sommes en train maintenant d'avoir nos auteurs
Je dirais que leur défaut, c'est d'être encore un peu jeunes. Hein. Ce sont tous des quinquas, ils sont un peu trop jeunes, mais dans 20 ans, on les citera exactement pareil que Asimov ou d'autres. Les jeunes auteurs se sont affranchis de leurs aînés, en ayant pour acquis tout ce qui a été fait en science-fiction, tant francophone qu'à l'international. Toutes les thématiques, tous les courants. Donc ils ont une réelle carte blanche, ils font à peu près ce qu'ils veulent. La problématique, c'est que pour faire ce qu'on veut, il faut un support, et des supports, il y en a très peu, parce que qui dit édition dit prise de risque, et les maisons d'édition sont frileuses. Et s'il est déjà difficile pour un auteur de littérature blanche, terme que j'aime pas, de vivre de son écriture, c'est encore plus difficile pour un auteur de science-fiction.